Eco & Co avec AG2R La Mondiale. AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain. Le Centre de développement des éco-entreprises, le CD2E, va bientôt fêter ses 20 ans, 20 années d'action pour faciliter la transition écologique de l'économie régionale. Sa nouvelle directrice générale est mon invité. Il est à la 8e place du classement des leaders économiques de demain dans les Hauts-de-France. Maxime Mullars veut sauver les abeilles avec sa boîte Ostabi et elle est implantée dans l'Aisne. Eau précieuse, chère eau précieuse, avant-dernier épisode de notre feuilleton pour sauver l'eau régionale. Elle est en danger. André Flageolet, le président de l'agence de bassin, s'explique. Bienvenue, c'est Eco & Co. Bienvenue Frédéric Sels, alors toute nouvelle directrice générale du CD2E, vous venez de prendre le poste là. Je viens de prendre le poste au 1er avril. Alors c'est un accélérateur de l'éco-transition basé à Los Angeles mais aussi à Lille, à Amiens également. Et ce centre de développement des éco-entreprises qui est je crois le premier en France a pour vocation de faciliter les transitions énergétique et écologique de l'économie régionale et de fait au-delà. Vous bossez sur ce sujet depuis 2002 et vous conseillez, vous formez, vous soutenez les entreprises et les territoires aussi sur les secteurs du bâtiment durable, des énergies renouvelables, de l'économie circulaire également. Alors ma première question c'est de savoir si un business, une filière sur le marché de l'écologie et de la transition énergétique existe bien aujourd'hui dans la région et si oui, ça pèse quoi en nombre de boîtes et en nombre d'emplois? Alors, il est toujours un peu difficile, hein, c'est ce que je dis souvent, de sortir le nombre d'emplois parce que d'abord, ils sont intégrés dans différentes entreprises en fait, qui ont pour elles-mêmes une partie plus classique et une partie plus développement durable. On estime en fait en termes d'activité à 7000 dans l'énergie et 3000 dans le bâtiment. En fait, aujourd'hui, en fait, les créations d'emplois qui se sont faites à ce jour. Les métiers verts. Les métiers verts en fait dans la région. Maintenant, on estime que d'ici 2030, on aura 10 000 en fait dans l'énergie et 7 000 en fait dans le bâtiment qui pourront encore se développer et bien plus par la suite, mais j'évite de parler de 2050 parce que ça me semble un peu loin. Ouais, donc il y a une perspective, hein, il y a des filières qui se développent. Alors vous, quelles sont vos missions? Parce qu'on est là dans une période d'accélération, de nécessaire accélération de la transition énergétique. Alors, vous m'avez dit, vous venez d'arriver, je viens d'arriver pour accélérer l'accélérateur. Parce que, d'abord, le CD2E ne m'a pas attendu, il a fait des choses bien avant. Et que dans la dimension de l'accélération, la dimension d'accélération dans le bâtiment, elle nous semble extrêmement importante. Je peux vous donner quelques exemples, en fait. Dans le cadre de l'ERBM, la rénovation du bassin minier, on a travaillé sur la rénovation, en fait, de différentes cités, dans lequel nous avons travaillé sur la performance énergétique, en fait, de ces cités, afin en fait d'accompagner les maîtres d'ouvrage, qui sont les bailleurs sociaux, maisons et cités, dans ces rénovations. Donc vous leur apportez de l'expertise. On leur apporte de l'expertise qui va en fait de la construction de l'opération jusqu'à en fait de la formation intégrée au travail, en amenant même un module pour travailler avec les équipes, les entreprises qui sont choisies, parce que vous le savez, c'est pas parce qu'en fait on décide d'une norme en fait dans le bâtiment qu'elle est réellement appliquée. Donc nous, on va vraiment s'attacher à ce qui est une performance réelle et qu'on utilise aussi des écomatériaux. Par exemple, en fait, dans la rénovation de ces cités, on a travaillé avec du béton de chanvre qui est local, en fait, sur lequel, aujourd'hui, on essaie de travailler au développement d'une filière. Et il suffirait, en fait, qu'on ait 1500 logements par an qui soient rénovés en béton de chanvre pour qu'on puisse industrialiser le système. Donc, il y a des solutions. Quels sont les secteurs en pointe aujourd'hui ? Alors, les secteurs en pointe dans le bâtiment ou votre question? Non, mais sur toute la planète transition énergétique. Je pense que le bâtiment est un des secteurs en pointe parce que, si vous voulez, il y a une maturité en fait à la fois chez les acteurs en fait publics. On voit que la RE 2020 va nous aider beaucoup en fait à travailler cette dimension de la performance. Les entreprises sont en train de se dire qu'il faut qu'elles se forment. D'ailleurs, nous, on a connu une accélération extrêmement importante du nombre d'adhérents en fin d'année au CD2E, plus de participants
participation aux formations et à l'information sur ce qu'on faisait. Donc on voit que ce fameux monde d'après, même si quelque part on a été un peu déçus après le Covid, il est en train de s'organiser. Les entreprises se mettent en ordre de marche en fait sur cette question-là et que le marché commence à être plus mature. C'est plus difficile en fait sur la question des énergies parce que on est dans les Hauts-de-France, que les rendements en fait sur les panneaux photovoltaïques que vous montrez sont un peu inférieurs à ce qu'on peut avoir, mais c'est pas inexorable parce qu'on peut travailler avec des acteurs privés qui peuvent travailler sur cette dimension-là. Et puis pourquoi pas accompagner en fait avec le conseil régional et l'État en fait cette dynamique. Alors il y a des tas de dispositifs qui se mettent en place. Par exemple sur les appels d'offres, il y a aujourd'hui la clause verte. Alors regardez ces explications. On va d'ailleurs voir votre prédécesseur. D'accord. Regardez ces explications et puis après vous nous direz si vous arrivez à mettre en place cette clause verte. La clause verte répond à un véritable besoin des acheteurs, celui de disposer de clauses à intégrer directement dans leur marché public. Des clauses commentées, mais surtout et avant tout opérationnelles. L'idée, c'est qu'en quelques clics, l'acheteur qui utilise cet outil puisse mettre en œuvre l'éco-transition. Au niveau de l'acheteur, celui qui rédige le cahier des charges, eh bien, il faut qu'il puisse être suffisamment sécurisé pour se dire voilà, je vais acheter différemment de ce que je faisais d'habitude et que j'ai une certaine sécurité juridique pour pouvoir le faire. Et c'est là où intervient la démarche, la clause verte. Il s'agit de faciliter la prise de décision de façon concrète des acheteurs pour qu'on puisse mettre des clauses qui vont tirer vers le haut l'ensemble du marché. La clause verte est un outil participatif abondé par les acheteurs et experts qui utilisent déjà ces clauses et sont force de retour d'expérience. Ainsi, elle intègre de plus en plus de sujets. Ensemble, diffusons et surtout utilisons cet outil afin de faire de nos achats des achats plus verts et plus durables. Alors le CD2E développe ce type d'outil. Là, c'est un outil à destination des acheteurs dans les entreprises, les collectivités, pour acheter vert. Ils achètent vert alors ? Alors, il y a 120 clauses aujourd'hui sur laclauseverte.fr. C'est des clauses qu'on peut aider à rédiger aussi, parce qu'il faut vraiment l'entendre, tout n'est pas facile à rédiger. Donc, aujourd'hui, moi, je démarche en fait avec mes collaborateurs les collectivités pour leur expliquer l'utilité de la clause verte et les accompagner dans la rédaction des clauses. Le conseil régional, il y a peu, en fait, a eu connaissance de la clause verte, va y travailler. Un certain nombre de collectivités aujourd'hui s'intéressent à la clause verte. Il faut savoir que la clause verte, c'est un outil national. Il n'est pas simplement Hauts-de-France. Il a été développé par le CD2E et il a une vocation à travailler avec tous. Et vous l'avez vu, en fait, c'est un outil participatif. Donc, quand la clause existe, quand on l'a validée, quand elle est juridiquement bonne, on l'intègre sur le site et elle est utilisable par tout le monde. C'est la règle du jeu. Très bien. Alors, une question maintenant sur l'accélération, c'est votre vocation. On sait qu'on a 10 ans pour essayer de mettre en place des ruptures sociétales, économiques, écologiques pour sauver la planète et contraindre le réchauffement climatique. Quel est votre avis sur la capacité du monde économique à se transformer, à faire en sorte que l'économie circulaire devienne un modèle dominant ? Je vais vous dire comme je le pense. Je pense que People, Planet, Profit, c'est quelque chose qu'il faut travailler ensemble. Je pense que les collectivités doivent donner là parce qu'elles vont permettre en fait de développer des dispositifs vertueux comme la clause verte. Elles vont permettre de développer des marchés parce que plus en fait on relance une dynamique comme le fait, comme vont faire des collectivités en mettant des clauses vertes, eh bien plus il y aura de business. Après, il faut chercher en fait des utilisateurs finaux qui vont trouver des solutions. Par exemple, dans le bâtiment, quand on réussit à avoir des bâtiments plus performants, des logements plus performants, c'est la collectivité qui va y investir. Éventuellement, ce sont les bailleurs sociaux. À la fin, en fait, qui va avoir en fait une meilleure performance ? C'est la personne qui utilise ce logement. Elle aura moins en fait d'impôts. Enfin, elle aura moins en fait de charges et elle aura une meilleure capacité à payer son loyer si elle est en fait dans un logement social. Et donc, si vous voulez, il faut se dire qu'aujourd'hui, rien ne se fait gratuitement et je ne crois pas à la transformation pour la transformation. Donc, il faut trouver performance en face. Il faut trouver de la performance. Il faut trouver des acteurs qui se disent qu'ils vont trouver un nouveau marché. Et c'est pour ça qu'il faut que les collectivités donnent le là. Plus il y aura d'activités qui seront lancées, plus il y aura d'entreprises qui vont se former et plus à la fin, on aura des acteurs en capacité de répondre à ces questions. Avec mon invité suivant, on va parler de REF3, l'accélérateur REF3.
en 10 secondes, vous êtes évidemment embarqué dans cette dynamique régionale. On est totalement partie prenante. On est financé par le Conseil régional en fait dans la dynamique REV 3 par la DETRI. Et donc, si vous voulez, nous, on est dans cette accélération avec REV 3. On y a toujours travaillé au CD2E. C'est un outil REV 3 extrêmement performant. Et je le redis, hein, il faut faire du business autour en fait de la transition écologique. Plus il y aura de business dans la transition écologique, et nous, on va l'organiser aussi dans le cadre du CD2E, plus en fait ça se développera. Alors, le CD2E vous attend. L'adresse du site, vous la prenez parce qu'il y a plein de ressources hein, sur votre site. Je suis allé le voir. Il y a beaucoup d'informations, aussi de la méthodo hein, pour conduire votre transition écologique. Et puis, bon anniversaire alors. Merci beaucoup. Et bonne installation. Merci beaucoup, c'est fait. Bon, on va parler des abeilles maintenant. Elles sont en danger. Bienvenue Maxime Mullars, vous êtes cofondateur de Ostabi, vous avez créé cette société en 2015. Bon, il faut savoir que chaque année, les apiculteurs perdent en moyenne jusqu'à un tiers, vous vous rendez compte, un tiers de leur colonie d'abeilles. C'est une espèce en voie d'extinction depuis plus de 15 ans et pourtant, elle est indispensable pour la planète et aussi pour nous, bien évidemment. Et donc Ostabi a créé un modèle autour de l'agritech pour sauver ces abeilles et préserver la planète. Décrivez-nous votre solution des apiculteurs connectés, c'est quoi? Bonsoir. Alors, notre solution, c'est un capteur que l'on va mettre dans la ruche. La nature est bien faite, c'est que les abeilles, naturellement, régulent la température et l'humidité comme nous, on va réguler notre chauffage dans notre maison. Et quand les abeilles n'ont pas assez de nourriture ou la colonie ne se porte pas très bien, mais la température fluctue. Donc la température régulée, tout va bien. Une variation de température, il y a des soucis dans la ruche. Donc on relève ces informations-là toutes les heures et elles remontent sur une plateforme sur laquelle les données sont analysées. Et ensuite, on va alerter l'apiculteur sur l'état de santé de ces colonies d'abeilles. Vous avez aujourd'hui 3000 utilisateurs hein, qui sont connectés à vos solutions en France et en Europe. Si je vous ai invité, c'est aussi pour aborder un autre sujet qui est comment les jeunes entreprises comme les vôtres vivent la crise. Parce que là, sur le marché de l'apiculture, le confinement, ça a eu un impact direct. Hein, vous avez eu chaud sur vos activités. Mais vous n'avez pas baissé les bras parce que vous avez pensé diversification. Racontez-nous cette histoire, elle est passionnante. Oui, donc effectivement, cette crise qui est arrivée en 2020, il a fallu anticiper et puis valoriser tout le travail qui avait été fait sur l'apiculture connectée, c'est-à-dire toute cette expertise que l'on a pu avoir concernant les objets connectés, les moyens de télécommunication, et l'intelligence artificielle. Eh bien, toutes ces briques-là, on a pu les valoriser dans 2 appels d'offres que l'on a remportés en 2020 dans 2 secteurs, toujours autour de l'environnement, ouais. Mais des secteurs qui sont historiquement propres, qui ont intérêt avec Ostabi. Donc autour de l'eau, une solution pour améliorer et optimiser l'arrosage des terrains de sport, et une autre solution pour la gestion des déchets. Tout ça autour d'objets connectés. Donc vous restez très dans le domaine de l'environnement. C'est quoi? C'est une vision? C'est une stratégie? Comment vous incarnez ce secteur? C'est une identité. Hein. On est vraiment porté par l'environnement et cette démarche, notamment soucieux de l'environnement depuis le début. Et également pour la suite, voilà, je prends l'exemple de l'eau qui est vraiment un vrai sujet. Et si on peut apporter notre petite pierre à l'édifice, comment on a fait pour l'apiculture, on a apporté cette innovation, eh bien on peut l'apporter dans d'autres domaines. Bon, il faut aller vite hein, en temps de crise parce que cette transformation, cette diversification, vous l'avez décidée et mise en marché très rapidement. Comment on vit l'agilité nécessaire là, dans l'entreprise ? Alors, ce qui nous a permis d'être assez agile, c'est toutes les compétences qu'on a pu avoir autour de l'apiculture, qui était vraiment un secteur de niche, et le fait d'avoir cette expérience et une opportunité, un appel d'offres qui n'était pas forcément notre cœur de métier, mais on cochait toutes les cases.
Ouais. C'était vraiment ça. Niveau agilité, pour prendre des décisions, ça va très vite. Du jour au lendemain, voilà, c'était réglé, on y va ou on n'y va pas. On n'est pas rentré dans un processus très très long pour prendre des décisions. Alors, vous venez d'être élu, nommé à la 8e place du classement des leaders économiques de demain dans les Hauts-de-France. C'est le classement Choiseul. 100 personnalités qui feront l'économie de demain. Bravo déjà. Comment vous avez réagi lorsque vous avez appris la nouvelle ? C'est une vraie fierté d'être parmi les 100. C'est une vraie reconnaissance du travail d'équipe. Enfin, voilà, clairement, si on est arrivé jusqu'ici, c'est pas tout seul. Je pense que c'est un travail avec les partenaires, les salariés qui portent vraiment les valeurs d'Ostebi et autour de l'environnement. Donc c'est vraiment un travail collectif qui est valorisé. Donc derrière moi, il y a toute une équipe qui me soutient et qui a beaucoup d'idées et de valeurs. Alors, une dernière question. Vous êtes implanté dans l'Aisne, vous êtes très implanté, voire concerné par votre territoire. Qu'est-ce qu'une dynamique territoriale apporte une entreprise et qu'est-ce qu'une entreprise apporte à son territoire ? Alors, ce que le territoire a apporté, c'est toutes les compétences que l'on n'avait pas en démarrant le projet. C'est-à-dire à la fois la compétence objet connecté, carte électronique. On est capable de faire des prototypes, des applications, mais de faire des séries de capteurs, c'est très compliqué, c'est pas notre cœur de métier. Donc là, on s'est associé avec un bureau d'études qui est dans le Nord, InnoDesign, qui a vraiment cette capacité de produire des capteurs en petite et en moyenne série. Donc c'est vraiment cette agilité. On a pu démarrer avec des petites séries de 100 capteurs. Ce que c'était possible de faire si on allait faire ça à l'étranger. Le ticket d'entrée, c'est au moins 1000 pièces. Donc il y a cette agilité-là et les ressources, les compétences là en objet connecté. Ensuite, en termes de développement, de développeurs, c'est vraiment le cœur de métier. Localement, là, nous sommes basés à Saint-Quentin, on a une école de développeurs web. Eh bien, les développeurs qui sont chez Ostebi sont tous issus de cette université. Ouais, donc c'est très important, cet écosystème territorial. Par ailleurs, vous assemblez vos capteurs avec un ESAT à Saint-Quentin. On voit bien par votre témoignage que l'entreprise est un acteur du développement du territoire. Bonne chance à vous, félicitations pour votre nomination. Et restez avec nous parce que là, on va parler justement de l'eau, parce qu'il faut la sauver. Très bien. Alors, suite et fin du feuilleton qui a commencé il y a 4 semaines sur cette grande consultation lancée par l'Agence de l'eau, et allez sur le site agissonspourleau.fr pour donner votre avis, c'est important. J'ai reçu cette semaine André Flageolet, qui est le président de l'Agence de l'eau. On a parlé imperméabilité des sols. Un sol est imperméable lorsqu'on construit et donc l'eau ne peut plus s'écouler. Et donc il y a un problème à gérer entre l'imperméabilité des sols et aussi le développement économique et le développement urbain. Écoutez sa réponse. L'imperméabilisation ou l'artificialisation, c'est en réalité un changement de destination des sols. Ceci a des impacts pour la société, mais surtout pour la nature. Et le changement climatique ou le dérèglement climatique vient accélérer ces impacts. Il nous faut donc avoir des réponses intelligentes. Les réponses intelligentes, c'est quoi ? Reconquérir des espaces dégradés qui ont été laissés à l'abandon alors qu'ils étaient des milieux remarquables. C'est souvent le cas, on a perdu 80% de nos tourbières. C'est dire à la ville qu'il faut qu'elle développe à l'intérieur de son système, qu'elle développe la présence de la nature, parce qu'autrement, elle va se retrouver devant une incapacité chronique et de plus en plus criante de gérer les pluies qui sont beaucoup plus intenses, beaucoup plus dures, même si elles ne sont pas plus nombreuses dans le temps, et surtout, elle ne va pas pouvoir éviter des fameux puits de chaleur qui deviennent insupportables pour la population. Repenser l'aménagement urbain, c'est la réponse. Tout à fait. Repenser l'urbain et le remarier avec la nature, mais pas une nature artificialisée.
une nature réelle, bien sûr, qui joue son rôle écologique. Bon. Et l'étalement urbain, non. Alors, si possible, regardons d'abord comment retisser à l'intérieur du monde urbain ce qui est cassé. Ici, c'est un immeuble abandonné. Là-bas, c'est une friche industrielle. Nous avons créé l'EPF, l'établissement public foncier, pour faire ce type de travail. Donc, évitons de faire en sorte qu'on ait des gens qui arrivent à la campagne et qui posent comme première intention 4 piquets pour mettre la clôture parce que ça va être leur propriété. Ah, ça, c'est fini. D'autant que la loi impose une zéro artificialisation nette. En d'autres termes, quand je construis quelque part, je dois libérer des espaces naturels ailleurs. Donc ça, c'est une nouvelle inflexion. Repenser l'aménagement urbain. Alors, je vais vous demander de prendre votre casquette d'élu local, maire de Saint-Venant. Le sujet, c'est aussi de massifier les changements de comportement. Vous êtes au contact quotidien avec les citoyens. Quelles sont vos recettes pour embarquer les 5 600 000 habitants des Hauts-de-France à s'occuper de l'eau, à chérir la ressource de l'eau? Elle est en danger. Alors, elle est en danger et elle devient insuffisante. Nous savons déjà que cet été, nous aurons des ruptures d'approvisionnement. Il va falloir répondre à ces questions et répondre de façon intelligente. Ce qui veut dire que l'eau, qui a toujours été considérée comme inépuisable et pour tout le monde, en réalité doit être considérée comme une richesse en danger, comme un patrimoine en danger, et que chaque citoyen est co-responsable. Mais comment on fait? Alors, comment vous allez dans les rues de Saint-Venant dire à vos citoyens, tu es responsable, tu dois agir? Expliquer et faire payer le prix de la valeur. Ah, alors l'eau, c'est une ressource universelle et on doit payer? Bien sûr, l'eau est gratuite. Elle est gratuite pour tous. Mais les services qui permettent d'avoir une eau potable sont de plus en plus complexes, de plus en plus chers. Elle va augmenter, le prix de l'eau va augmenter, enfin le prix du traitement de l'eau va augmenter. Alors, il ne peut pas ne pas augmenter. On est d'accord. On est d'accord. Une dernière question, toujours sur ce sujet d'embarquer tout le monde. Hein, c'est votre objectif avec cette campagne de communication. Il y a les COP 21, 22, 23, 27, où il y a des beaux discours, on signe des chartes, et puis on agit sur le terrain. Avez-vous les moyens d'agir, les collectivités? Alors c'est de plus en plus difficile, pour 2 raisons. La première raison, c'est que l'État a limité les moyens des agences, tant en termes financiers qu'en termes de personnel. Il y a 12 ans, quand je suis arrivé à la présidence de l'agence, j'avais 181 collaborateurs. Aujourd'hui, il en reste 136. Ce qui veut dire que, alors que nos missions ont pratiquement été multipliées par 2, nos moyens humains ont été divisés de 20%. Mais les moyens financiers ont suivi, c'est-à-dire que nous avons peu de moyens financiers parce que, par le système de ce qu'on appelle le plafond mordant, qui est un système très complexe, mais qui signifie en clair, vous avez le droit de dépenser jusqu'à un certain niveau et pas plus. Les redevances ne peuvent pas être augmentées à due proportion des enjeux devant lesquels nous sommes. Or, ces enjeux sont considérables. Ils le sont pour l'entreprise. Je disais tout à l'heure à mon voisin, il y a des entreprises qui ne peuvent plus s'installer à tel ou tel endroit parce que l'eau est insuffisante. Et il n'y a pas la ressource. Il n'y a pas la ressource. Et par ailleurs, elles prennent des engagements pour mieux la maîtriser, la ressource. Hein. Et il nous faut 30% de consommation d'eau dans les entreprises, tout secteur confondu, depuis 10 ans. Ce sont les premiers bons élèves de la loi de 64. D'accord ? Mais en même temps, il me faut à cette entreprise lui garantir la ressource 365 jours par an, 24 heures sur 24. Alors soyez au rendez-vous mardi prochain, 20 avril à 19h sur le site de lavoixdunord.fr, également sur le Facebook de La Voix du Nord pour un dernier rendez-vous avec André Flageolet d'ailleurs et de nombreux invités pour parler des enjeux quali et quanti de la qualité de l'eau. Et vous avez vu, hein, son discours est clair, il y a danger et ça impactera bien évidemment l'économie des entreprises. Vous avez des infos économiques, vous me les envoyez sur cette adresse. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Eco & Co avec AG2R La Mondiale. AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain.